Ma petite amie a avoué, j'ai appelé le 911 sur toi pour rire. Mais la police ne riait pas et moi non plus quand ils m'ont dit que je ne rentrerais pas chez moi cette nuit-là. Je m'appelle Michael Reed, 30 ans, de la graisse sous les ongles, des callosités là où les autres ont la peau douce. Les vendredis soirs à la station de lavage étaient en général tranquilles, mousse de savon, country à la radio, fatigue de fin de semaine. Jusqu'à ce que des gyrophares bleus peignent les murs. Michael Reed? Les mains là où on peut les voir. Au début, j'ai cru à une blague. Puis j'ai vu les vraies armes. Les vrais visages. La vraie peur dans les yeux de mes collègues. Ils m'ont plaqué contre le capot d'un Ford F-150 que je venais juste de finir de nettoyer. Quelqu'un filmait, évidemment parce qu'en 2025, tout est du contenu. Je n'arrêtais pas de demander ce qui se passait. La réponse de l'agent, c'était une feuille de papier avec mon nom et une accusation, violence domestique. Claire Lewis, ma petite amie depuis 2 ans, était la plaignante. Quand ils m'ont finalement poussé dans la voiture de police, je n'arrivais toujours pas à comprendre. Claire? La même femme qui me préparait mon déjeuner tous les matins? Quand je l'ai enfin vue au commissariat, elle était pâle et tremblante. C'était juste une blague, a-t-elle murmuré. Je voulais juste que tu rentres plus tôt. La mâchoire du sergent s'est crispée. Sacré sens de l'humour. J'ai passé la nuit en cellule, à regarder ma réputation se défaire sur TikTok. L'air du matin devant le commissariat semblait plus léger et plus mince que d'habitude, comme si toute la ville retenait son souffle pendant que je sortais en homme libre qui ne se sentait pas libre. Il m'avait relâché contre une signature, sans inculpation pour l'instant, enquête en cours. L'agent qui m'a remis mes papiers l'a dit comme un bulletin météo, vous aurez bientôt de nos nouvelles, monsieur Reed. Au moment où j'ai atteint mon pick-up, j'avais déjà des messages en attente. Mon collègue Evan, bro, tout le monde a vu la vidéo. Elle est sur Facebook maintenant. Un autre de mon patron, prend quelques jours de repos, Mike. Juste le temps que ça se calme. J'avais envie de répondre que je n'avais rien fait, mais qu'est-ce que ça changerait? Internet m'avait déjà jugé, condamné et exécuté avant le petit déjeuner. En arrivant dans mon allée, j'ai senti que quelque chose clochait. Les rideaux étaient tirés, la lampe du porche encore allumée depuis la veille. Ma clé n'entrait plus. J'ai réessayé, plus fort. Rien. Puis je l'ai vu, mon vieux sac de sport de l'armée posé bien droit devant la porte. Un mot scotché dessus, écrit de la main de Claire. J'ai besoin d'espace. S'il te plaît, ne rentre pas. C'est pour notre sécurité à tous les deux. Pour notre sécurité. L'ironie m'a presque fait rire. Elle avait appelé les flics, menti en disant que je l'avais frappé, et maintenant, c'était moi le danger. Je suis resté des heures dans mon pick-up, à observer le quartier. Madame Donnelly, la voisine, nous regardait depuis sa fenêtre en faisant semblant d'arroser ses plantes. Un groupe d'ados est passé et l'un d'eux a pointé du doigt. C'est lui, j'ai entendu. Le mécano qui a frappé sa copine. L'histoire s'est répandue comme de l'essence rencontrant une étincelle. À midi, mon nom était sur tous les forums et pages de ragots du coin. Un homme violent arrêté à son travail à Dayton. Ils avaient des captures d'écran de la vidéo, mon visage figé dans la stupeur, les mains derrière le dos. Un inconnu sur Reddit a écrit un post intitulé « Pourquoi les mecs comme ça ont toujours l'air si normaux ?» Même la mère de Claire a ajouté sa voix au cœur. Elle a commenté sous l'un des posts « Ma pauvre fille. J'espère qu'il pourrira en prison. » Elle ne m'a même pas appelé. Elle n'a rien demandé. Elle m'a juste jeté au loup. Mon téléphone est devenu un musée du jugement. Des dizaines de messages de numéros inconnus. Monstre. Lâche. Tu mérites de mourir. Un message vocal ressortait du lot, une voix tremblante, peut-être une amie de Claire. Tu lui as brisé le cœur, Mike. J'espère que tu ne retrouveras jamais de travail. Je n'en ai pas retrouvé. Pas pendant des semaines. Le garage ne pouvait pas prendre le risque de la mauvaise publicité. Le patron a dit qu'il reverrait la situation quand la vérité sortirait. La vérité n'avait plus d'importance. L'histoire avait pris de la vitesse, et personne ne met une bonne pendaison publique en pause pour vérifier les faits. J'ai pensé à appeler Claire, à exiger une explication, mais qu'est-ce qu'elle aurait dit? Qu'elle était désolée? Que c'était un malentendu? Ces mots-là n'effacent ni les menottes ni les gros titres. Cette nuit-là, j'ai dormi chez mon frère. Il n'a pas posé de questions, il m'a juste lancé une bière en disant « Quoi qu'elle ait fait,
reste calme. Laisse le système faire son boulot. Le système. J'ai lâché un rire amer. Le même système qui m'avait fichu en cellule avant de poser la moindre question. Ce soir-là, je faisais défiler TikTok. La vidéo de mon arrestation avait plus de 100 000 vues. Les commentaires étaient un bain de sang. Vibe classique d'abuseur. J'espère que sa prochaine vidange d'huile sera en prison. Mais au milieu de la haine, un pseudo a attiré mon attention. Quelqu'un disait avoir vu Claire la même nuit, en train de rire dans un bar avec ses amis, en disant « Il va rentrer vite, maintenant ». Je suis resté longtemps à fixer ce commentaire. Peut-être que c'était du vent. Peut-être pas. Mais quelque chose en moi a bougé, un calme silencieux, dangereux. Le lendemain matin, je suis retourné chez moi. Les serrures avaient été changées, mais la boîte aux lettres fonctionnait encore. À l'intérieur, une lettre du greffe du comté, ordonnance de protection temporaire délivrée. Audience fixée au 12 octobre. Claire avait demandé une ordonnance restrictive. Contre moi. Debout là, cette lettre à la main, j'ai compris quelque chose de simple et cruel, la vérité ne compte pas tant que tu ne peux pas la prouver. Et l'innocence n'est pas un bouclier, juste une histoire à laquelle personne ne croit tant qu'on ne l'y oblige pas. Alors j'ai décidé de les y obliger. Il m'a fallu 3 jours pour que mon cerveau se calme assez pour réfléchir clairement. Je vivais dans la chambre d'amis de mon frère, entouré de cartons et de silence. Chaque vibration de mon téléphone ressemblait à un nouveau coup. Des journalistes commençaient à laisser des messages vocaux. Un podcast local m'avait même mentionné par mon nom. Le mécano de Dayton qui ne savait pas contrôler sa colère. Puis, le 3e matin, en me brossant les dents, ça m'a frappé, la caméra. L'an dernier, j'avais installé un système de sécurité au-dessus de mon garage après qu'on ait volé des pots catalytiques sur quelques voitures du quartier. Un petit dôme noir, à peine visible, pointait droit vers l'allée. Je n'y avais plus pensé depuis. Je suis retourné chez moi, je me suis garé de l'autre côté de la rue, j'ai attendu que les voisins partent, puis j'ai utilisé la clé de secours cachée dans le puits de roue pour ouvrir la porte latérale du garage. La maison elle-même était interdite à cause de l'ordonnance restrictive, mais le garage était techniquement un bâtiment séparé et les vidéos, légalement à moi. Mon ordinateur portable s'est mis à ronronner, et j'ai fait défiler les archives. C'était là, vendredi, 20h42. L'heure à laquelle Claire avait dit à la police que l'agression avait eu lieu. J'ai appuyé sur lecture. Les images me montraient exactement là où j'avais dit que j'étais, sous le capot du pick-up Silverado d'un client, les bras jusqu'au coude dans un changement de pompe à carburant. La voiture de Claire n'était même pas dans l'allée. J'ai vérifié l'heure suivante. 21h07, la voilà qui sort, en pyjama, le téléphone à la main, sans bleu, sans boîtier, sans peur. Juste en train de faire défiler l'écran. Puis c'est devenu pire ou mieux, selon ta définition de la justice. Elle s'est arrêtée près de sa voiture, a tourné la caméra de son téléphone vers elle, et a commencé à répéter. Il est devenu en colère, non, dit furieux, ok, recommence. Elle s'est littéralement giflée elle-même. 1 fois. 2 fois. Elle a vérifié son reflet dans la vitre de la voiture, a remis une mèche en place, puis a chuchoté, parfait. Il va accourir. Je suis resté figé, le bruit du ventilateur de l'ordi résonnant plus fort que le tonnerre. Elle n'avait pas seulement menti, elle avait mis en scène son mensonge. Comme si c'était du contenu. Comme si ma vie était un épisode de plus dans son drama pour les réseaux sociaux. Quand je suis allé au commissariat, je me sentais étrangement calme. Je suis entré, ordinateur à la main, j'ai demandé à voir le détective Daniels, le même qui avait pris ma déposition. Il avait l'air méfiant jusqu'à ce que je dise, je pense que vous allez vouloir voir ça. Il a branché la clé USB, appuyé sur lecture, et s'est complètement figé. Il ne clignait plus des yeux. Aucun commentaire. Il regardait, simplement. Quand ça s'est terminé, il a expiré lentement et a dit, fiston, ce n'est pas une blague. C'est un crime. 1 heure plus tard, 2 voitures de police se garaient devant la maison de Claire. Je n'y suis pas allé, mais le voisin d'en face a filmé l'arrestation, le même voisin qui avait filmé la mienne. Internet adore la symétrie. Claire est sortie en legging et sweat à capuche, pleurant, suppliant qu'on appelle sa mère. Le clip est devenu viral en quelques heures. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de Daniels. On l'a arrêté pour dépôt de fausses plaintes et obstruction. Le procureur vous contactera bientôt. Reposez-vous.
Et pour la première fois depuis une semaine, je l'ai fait. Jusqu'à 6 heures du matin. Mon téléphone s'est remis à vibrer. Des notifications empilées comme des dominos. Les comptes de Claire sur les réseaux sociaux avaient repris vie. Un post, son visage bouffi, sillonné de larmes, enroulé dans une couverture. Il a trafiqué la vidéo. Il est dangereux. La police s'est trompée. Une centaine de partages en 1 heure. Les commentaires affluaient. La moitié la croyait. L'autre moitié réclamait ma tête au bout d'une pique. Le pire? Un journaliste local a repris le post et l'a présenté comme une controverse, parole contre parole. Titre: un mécano affirme que sa petite amie a menti sur des violences, des experts mettent en garde contre les preuves truquées. Même si la vraie vidéo était entre les mains de la police, même si elle avait des eurodatages, des filigranes et une validation cloud, Internet s'en fichait. La vérité ne fait pas le buzz, le drama, oui. À midi, mon nom était de retour sur la page « Pour toi » de TikTok, juste sous la vidéo selfie en larmes de Claire. Les flics avaient fait leur boulot, mais les réseaux sociaux n'obéissent pas aux lois. Et en faisant défiler ce chaos, des amis qui me retiraient de leurs contacts, des collègues qui m'ignoraient, ma mère qui m'appelait en larmes, j'ai compris que laver mon nom légalement n'était que la première étape. L'opinion publique était le nouveau tribunal. Et dans ce tribunal-là, le procès venait de recommencer. Les semaines suivantes ont été un enfer au ralenti. Chaque matin, quand j'entrais au garage, les conversations s'arrêtaient en plein milieu d'une phrase. Murmure. Regard fuyant. Mon patron a arrêté de me confier des véhicules de clients, il disait qu'il devait protéger la réputation de l'entreprise. Traduction: tu es toxique maintenant, Mike. Les clients annulaient leurs rendez-vous. Une femme a même appelé pour demander si, le mécano violent, travaillait toujours là, parce qu'elle ne se sentait pas en sécurité en lui laissant sa voiture. L'ironie me brûlait, c'était moi qui avais été faussement accusé, mais dans l'esprit du public, la culpabilité est contagieuse. Claire est sortie sous caution en 48 heures. La vidéo était béton, mais son avocat affirmait qu'elle était sortie de son contexte et potentiellement manipulée numériquement. Internet s'est jeté sur ces mots comme un chien sur un os. En quelques jours, une pétition a surgi en ligne, protéger les femmes des faux récits. 2000 signatures en un week-end. La pétition ne me nommait pas, mais les hashtags étaient clairs. Hashtag justice pour Claire. Hashtag croire les victimes. Son amie Kelsey, celle qui m'avait traité de monstre dans les commentaires, a posté un TikTok qui a atteint un demi-million de vues. Le système judiciaire est du côté des abuseurs. Les femmes sont punies quand elles disent leur vérité. Les commentaires étaient féroces. Il fait du gaslighting au tribunal. Il l'a sûrement menacée pour qu'elle se rétracte. Comportement classique de narcissique. Pendant ce temps-là, je dormais à peine. Mon propriétaire m'a demandé de chercher un autre logement, trop d'attention. Même la patience de mon frère s'usait. Mike, je sais que tu n'as rien fait, m'a-t-il dit un soir, mais les flics ont déjà géré. Pourquoi tu continues à lire les commentaires? Parce que les commentaires avaient remplacé ma réputation. C'est là que j'ai engagé Melissa Gray. Elle m'avait été recommandée par Daniels, le détective qui avait vu la vidéo. Ancienne procureure, tranchante comme un scalpel, avec une voix qui pouvait découper l'arrogance comme du papier. Règle numéro 1, a-t-elle dit lors de notre première rencontre, tu ne te défends jamais en ligne. Jamais. Laisse-les hurler dans le vide. On répondra au tribunal. Elle a étudié la vidéo image par image, recoupé les eurodatages, fait authentifier le tout par un expert en analyse vidéo. Blindé. Puis, un mardi matin, un nouveau coup est tombé, Claire avait déposé une nouvelle demande de mesures restrictives contre moi. Sa déclaration ressemblait à un roman. Elle affirmait que je passais en voiture devant chez elle, que je laissais des messages menaçants, que j'envoyais des emails anonymes. Le culot était presque admirable. Melissa a juste soupiré. Contre-attaque classique. Elle essaie de se recadrer en victime. Ne t'en fais pas, on va gérer. L'audience était prévue pour le lundi suivant. Je suis entré au tribunal avec le même costume que pour le mariage de mon cousin, bleu marine, sobre, les mains tremblantes. Claire était assise de l'autre côté de l'allée, cheveux en tresse nette, maquillage doux, habillée en blanc comme si elle passait une audition pour la sainteté. Sa mère était derrière elle, chuchotant avec colère. Quand le juge nous a appelés à la barre, l'avocat de Claire a commencé son numéro. Il a parlé de traumatisme émotionnel, de
peur continue, de schéma d'intimidation. Il n'avait aucune preuve, mais le ton était fluide, rodé. On sentait la salle compatir. Puis Mélissa s'est levée. Votre honneur, dit-elle calmement, la partie défenderesse fournit l'intégralité des relevés d'appel et de localisation GPS prouvant qu'il n'y a eu aucun contact depuis l'incident initial. De plus, nous avons des eurodatages confirmant que M. Reed se trouvait en dehors du comté aux dates où elle prétend avoir été harcelée. Elle a posé un dossier sur le bureau. À l'intérieur, capture d'écran, historique d'appel, mon planning de travail, même des reçus d'essence. Chaque mensonge démonté par le temps et les chiffres. Le juge a parcouru les documents, puis a levé les yeux vers Claire. Mademoiselle Lewis, dit-il lentement, vous faites actuellement l'objet d'une enquête pour dépôt de fausses plaintes. Êtes-vous certaine de vouloir soumettre d'autres déclarations sous serment? Claire a cligné des yeux rapidement, regardant son avocat, qui venait subitement de trouver ses notes passionnantes. Le juge a continué, votre demande d'ordonnance restrictive est rejetée. Et si d'autres fausses déclarations sont déposées, le tribunal envisagera des poursuites pour parjure. Claire s'est effondrée en sanglots, son étudié qui n'atteignait pas ses yeux. Sa mère s'est levée en criant, c'est le privilège masculin. Vous réduisez les victimes au silence. Le juge n'a même pas levé les yeux. Madame, asseyez-vous ou vous serez expulsée. La salle est devenue silencieuse. Pour la première fois depuis des mois, ce n'était plus moi que l'on regardait avec suspicion. Les gens la regardaient, elle, et voyaient les fissures. En quittant la salle, Mélissa a posé la main sur mon épaule. Tu viens de gagner la bataille qui compte, a-t-elle dit. Mais n'attends pas qu'on t'applaudisse. Les gens détestent admettre qu'ils se sont trompés de méchants. Dehors, les journalistes attendaient. Claire s'est couverte le visage et s'est remise à pleurer pour les caméras. Et moi? J'ai juste continué à marcher. Parce que j'avais enfin compris, ce n'était plus une histoire de vérité, c'était une question de mise en scène. Et elle jouait encore pour le public. Le procès a duré 3 longs mois, une machine lente et grinçante qui mâchait mes nerfs audience après audience. Chaque matin, je passais au détecteur de métaux du tribunal, je sentais le plateau froid dans mes paumes, et je me rappelais de ne pas laisser l'amertume infiltrer mon témoignage. La vérité était ma seule arme. L'État l'appelait « le peuple contre Claire Lewis ». Techniquement, je n'étais qu'un témoin, mais tout le monde savait de quoi il s'agissait vraiment, ma réputation contre sa performance. L'accusation a démarré fort. Le détective Daniels a été le premier à témoigner, en retraçant la chronologie, l'appel au 911, l'arrestation, la vidéo. Puis ils ont éteint les lumières et diffusé l'enregistrement. Pendant les 20 premières secondes, on aurait entendu une mouche voler. Claire apparaît à l'écran, arpentant l'allée près de sa voiture, vérifiant son reflet. Puis viennent les gifles. 2 claques nettes résonnant dans la salle d'audience. Elle se recoiffe, fixe la caméra et dit clairement « Parfait. Il va accourir ». Des exclamations ont fusé. Même l'huissier a levé un sourcil. Ils l'ont repassé. Puis encore. 4 fois au total, à la demande du jury. Chaque relecture arrachait une couche de sympathie qu'elle avait construite à coups de mains tremblantes et de larmes soigneusement dosées. Quand j'ai pris la barre, Mélissa m'a dit de rester simple. Pas de colère. Pas de drame. Juste des faits. Je leur ai parlé de la nuit de mon arrestation, de l'humiliation des menottes, de la vidéo sur TikTok, du boulot perdu. Je leur ai parlé de la pétition, des mensonges, de l'ordonnance restrictive qui avait failli passer. Le procureur a hoché la tête, pensif. Et pendant tout ce temps, Monsieur Reed, avez-vous déjà frappé ou menacé Mademoiselle Lewis? Jamais, ai-je dit. Pas une seule fois. Il a laissé le silence s'installer avant de se tourner vers le jury. C'est qu'elle était trop occupée à se frapper elle-même. Claire refusait de me regarder. Quand son tour est arrivé, elle s'est avancée à la barre dans une robe bleu pâle, cheveux attachés, maquillage naturel, l'image même de la sincérité. Sa voix a tremblé lorsqu'elle a prononcé mon nom. Je voulais juste son attention. Il ne s'intéressait plus à moi. Je voulais qu'il rentre à la maison. Je n'aurais jamais imaginé que ça irait aussi loin. Le ton du procureur était chirurgical. Donc vous avez délibérément passé un faux appel au 911, accusé un innocent d'un crime violent, et vous l'avez laissé passer une nuit en détention, pour attirer son attention? Elle a hésité, clignant des yeux à toute vitesse. Je ne pensais pas qu'ils l'arrêteraient vraiment. Mais vous vouliez qu'ils interviennent?
Je voulais juste qu'il rentre. Et vous pensiez qu'une inculpation pour crime allait faire ça? La défense n'avait plus rien à dire après ça. On sentait le changement dans l'air, le jury se raidir, les journalistes écrire plus vite, et les parents de Claire se ratatiner sur leur siège. Puis Mélissa a porté le coup final. Pendant la procédure de communication des pièces, elle avait obtenu le carnet personnel de Claire. Pas vraiment un journal, plutôt un plan de bataille. Page après page de stratégie manipulatrice. Le culpabiliser sur ses heures de travail. Pleurer s'il se défend. Pousser pour avoir accès au compte joint avant les fiançailles. Amener ses amis à voir les signaux rouges. Mélissa a brandi le carnet. Mademoiselle Lewis, est-ce bien votre écriture? L'avocat de la défense a protesté. Objection rejetée. Oui, a-t-elle murmuré. Alors, quand vous avez écrit, le coupé de son système de soutien, vous parliez du fait d'isoler Monsieur Reed de sa famille et de ses amis. Son visage s'est décomposé. Je ne voulais pas dire. Vous l'avez écrit. Vous l'avez planifié. Et vous êtes passé à l'acte. La défense ne s'en est jamais remise. Quand le verdict est tombé, les jurés sont revenus, les yeux durs et fatigués. La présidente du jury s'est levée. Nous déclarons l'accusé coupable sur tous les chefs. Les jambes de Claire se sont dérobées. Sa mère a hurlé depuis le fond de la salle, vous ruinez sa vie. Le juge, un vieil homme sans patience pour le théâtre, a ajusté ses lunettes. Non, madame. C'est elle qui l'a ruiné. Puis il s'est tourné vers Claire. Vous avez instrumentalisé la justice, gaspillé des ressources destinées aux vraies victimes. Vous avez abîmé la confiance du public, humilié un homme innocent, et tourné en dérision la souffrance de celles et ceux qui avaient vraiment besoin de protection. Peine, 300 jours de prison de comté, 4 ans de probation, 8 000 $ de restitution et 200 heures de travail d'intérêt général dans un foyer pour victimes de violences domestiques. Claire sanglotait pendant qu'on l'emmenait. Ses parents me fusillaient du regard comme si j'avais incendié leur maison. Mais je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas souri. Parce que la justice ne ressemble pas à une victoire, elle ressemble au silence après des mois de vacarme. Et dans ce silence, j'ai enfin expiré. Un mois après le verdict, la vie a commencé à dégeler, comme un printemps qui force le passage à travers la neige tardive. Le téléphone a cessé de vibrer sous les insultes, les chuchotements à la station-service se sont dissipés, et pour la première fois depuis longtemps, je pouvais entrer au garage sans sentir des yeux plantés dans mon dos. Mon patron, Gary, m'a appelé dans son bureau. Il avait l'air gêné, pluvieux, presque. Mike, je te dois des excuses, a-t-il dit. On a cru le bruit, pas l'homme. Je suis désolé. J'ai hoché la tête. C'est fini. Je n'avais pas besoin de vengeance, juste de reconnaissance. Il m'a proposé de reprendre mon poste avec une augmentation et un salaire rétroactif. J'ai accepté le poste, pas les arriérés. Certaines dettes ne se paient pas avec de l'argent. La télé locale a diffusé un segment intitulé « Un homme blanchi après un faux appel au 911 ». Le ton de la présentatrice était compatissant, mais les commentaires en dessous étaient coupés en deux, moitié en colère contre Claire, moitié encore méfiante envers moi. Internet n'oublie rien, mais au moins, il est passé à d'autres indignations. Les voisins qui traversaient la rue pour m'éviter se sont remis à me saluer. Madame Donnelly a même apporté une tarte en marmonnant quelque chose comme « On croit tout ce qu'on lit ». Je l'ai remercié, j'en ai mangé une part, et j'ai supprimé tous mes comptes de réseaux sociaux le soir même. J'en avais fini avec le spectacle pour étrangers. J'ai vendu la maison quelques mois plus tard. Trop de fantômes dans ces murs, trop d'échos de gyrophares et de cris. J'ai trouvé un petit endroit près de la rivière, quartier calme, beaucoup de ciel. Un silence qui guérit plutôt qu'il n'étouffe. Mélissa est passée une fois pour déposer les derniers papiers. Elle avait encadré une image tirée de la vidéo d'audience, Claire en plein geste de gifle, cheveux en l'air, figée au moment où son mensonge s'effondrait. En dessous, une plaque en laiton, toujours installée des caméras. J'ai ri, un rire qui venait de très loin. C'est sombre. C'est honnête, a-t-elle répondu. De nos jours, la vérité a besoin de preuves. Une année a passé. Un après-midi dans un dîner, j'ai rencontré quelqu'un, Emily. Elle travaillait de nuit comme infirmière, douce, posée. À notre deuxième rendez-vous, autour d'un café, je lui ai tout raconté. Pas la version courte, la vraie histoire. Les menottes, les gros titres, le procès. Chaque détail humiliant.
Elle n'a pas sourcillé. Elle a simplement tendu la main au-dessus de la table, posé la sienne sur la mienne et dit « Maintenant je comprends pourquoi tu vérifies la porte 2 fois. » Cette phrase m'a bouleversé plus que n'importe quel verdict ou excuse. Parce que ce n'était pas de la pitié, c'était de la compréhension. Depuis, je dors toute la nuit. Pas de coups frappés par la police. Pas de titre. Juste le bruit de la pluie sur le toit, régulier et oublieux. Parfois, des clients au garage en reparlent. Et, tu es ce gars, hein? Celui des infos? Je souris. Ouais. C'était moi. S'ils demandent ce qui s'est passé, je reste simple, une blague est allée beaucoup trop loin. Mais quand quelqu'un rit et dit, mec, c'est fou, imagine appeler les flics juste pour une blague, je ne ris pas avec lui. Je sors l'ancien dossier, les pièces du tribunal, la photo de ma garde à vue, l'article de presse. Je les laisse voir à quoi ressemble un simple joke en version menottes. Parce que cette nuit-là a failli tout effacer, ma liberté, mon travail, mon nom. Et sans une petite caméra noire et un peu de patience, je serais encore un fantôme dans l'algorithme, un méchant de plus inventé pour les clics. Aujourd'hui, quand je ferme ma porte à clé le soir, je vérifie 2 fois. Pas par peur, mais par gratitude. Parce que j'ai traversé le pire des mensonges et j'en suis sorti avec quelque chose que la plupart ne récupèrent jamais une fois volé, ma paix. Et quand on me demande comment j'ai gardé mon calme durant tout ça, je dis la vérité. Je n'ai pas combattu le feu par le feu. J'ai juste allumé la lumière, et laissé le monde voir qui brûlait vraiment.